bonjour, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des mots et débats. L'invité du jour, historien de formation, il a même été enseignant de la matière histoire-géographie, journaliste à la Croix, reporter de guerre, spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Il est l'auteur de Au nom de la France, les non-dits de notre diplomatie, paru en 2018. Laurent Larcher, bonjour. 2019. 2019, pardon. C'est bon. Soyez le bienvenu. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'honorer notre invitation. Alors, vous avez également écrit ces ouvrages, La face cachée de l'écologie en 2004, et puis Cité de l'espérance en banlieue parmi les nouveaux aventuriers de Dieu, sorti en 2006. Et puis là, ce document, cette enquête qui est parue aux éditions du Seuil, qui s'intitule Rwanda. Il parle tout de suite, et sans plus tarder, ouvrons ce premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Laurent Larcher, tout d'abord, vous êtes journaliste, c'est à la Croix, mais vous étiez au Rwanda à l'époque d'avril à juin 1994. Alors, à cette époque-là, j'étais professeur d'histoire. Oui. Et je préparais une thèse de doctorat en Oui. histoire à l'école et aux études en sciences sociales. Et rappelez-vous, c'est aussi l'époque de l'ex-Yougoslavie. Enfin, bon. Oui, Et moi, en je effet. suis une génération, je suis la deuxième génération après la Seconde Guerre mondiale, donc qui a connu plutôt la paix. Mais en revanche, qui était assez sévère avec sa génération des grands-parents sur la question notamment de la déportation des Juifs, de la Shoah. Et donc, on est devant un génocide. Moi, je l'enseigne à mes élèves. Et je me dis, avec quelques-uns de mes camarades, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester ainsi à regarder les choses à travers la télévision. On a été très sévère avec nos grands-parents. Alors, et nous, que fait-on? Comment être à la hauteur des défis de notre temps? De sorte que l'été 94, je l'ai passé à Paris, au service d'une ONG, du Secours catholique, tout l'été 94, pour alerter l'opinion publique sur ce qui était en train de se dérouler au Rwanda et dans les camps de déplacés à Goma, au Zaïre, de faire des dossiers de presse, d'envoyer des journalistes, d'envoyer des évêques, enfin de mobiliser l'opinion publique, encore une fois, d'essayer de secourir les gens qui mouraient du choléra. Voilà, donc j'ai assisté à ce génocide, si je peux dire, à la fin du génocide et ensuite à la catastrophe humanitaire qui l'a suivi au Zaïre, de Paris, en regardant tous les jours les images que nos équipes nous envoyaient de Goma et d'ailleurs, en écrivant ces notes, en essayant de mobiliser l'opinion publique, en mesurant aussi notre impuissance. L'aide était sous-évaluée, nous n'étions pas capables de secourir les gens. On avait chaque jour des points de situation sur le nombre de morts. Voilà, donc ça c'est l'été 94, donc je n'étais pas sur place, mais j'ai fait ce que j'ai pu, là où j'étais, pour essayer de lutter contre cette horreur. Et donc, 25 ans après, vous écrivez justement ce document, cette enquête sur ce Rwanda. Les témoins, vous les avez rencontrés, mais vous parlez des témoins plutôt qui étaient au cœur du gouvernement français, parce que vous posez cette question, est-ce que la France est responsable de ce génocide rwandais? C'est, bon, évidemment, le génocide perpétré contre les Tutsis est d'abord une question rwandaise, mais la France a aussi a eu un rôle dans cette histoire. Donc là, j'interroge le rôle de la France. Mais quel était l'élément déclencheur pour justement vous vous mettiez à écrire cette enquête? Très vite, dès 1994, l'accusation de la complicité ou de la culpabilité de la France dans le génocide est posée. Très vite, l'opération turquoise, qui est conduite par la France, fin juin 1994 jusqu'au mois d'août 1994, qui était présentée comme une opération humanitaire, est tout de suite mise en question sur sa dimension humanitaire, et n'est-elle pas une opération militaire consistant à soutenir le gouvernement intérimaire qui est en déroute? Dès 1994, les questions se posent, en tout cas dès juillet 1994 et août 1994. Moi je les ai, je suis à Paris encore une fois, j'ai des documents autour de moi et je découvre des choses que j'ignorais totalement sur la responsabilité de l'Église catholique et sur le rôle de la France. Donc ces questions, je les ai déjà en tête assez vite. Des livres vont très vite sortir. Voilà. Ensuite, moi, je m'occupe de plein de choses. Et c'est le livre de Guillaume Ancel qui est sorti l'année dernière. Oui. Donc de cet officier qui, pendant l'opération turquoise, assiste, dit-il, à une opération offensive qui
consistait donc à soutenir le gouvernement intérimaire, gouvernement qui était génocidaire. Et donc, il assiste à cette opération qui est annulée au dernier moment. Il écrit ce livre qui est publié l'année dernière. Donc moi, je le rencontre. Et à partir de là, se déclenche le désir, à mon tour, de faire un peu la lumière sur ces questions-là. Alors c'est vrai que Guillaume Ancel, comme vous le dites, il écrit son livre en 2018, Rwanda, la fin du silence. Donc là, il va parler de l'opération turquoise. Il dit que c'était une opération offensive. Mais certains de ses, on va dire, confrères, comme le général Lafourcade ou encore le colonel Hogar, ne sont pas, mais pas du tout d'accord avec ses propos. Donc il y a plein de contradictions. Qui faut-il croire? C'est compliqué. Il faudra évidemment voir du côté des archives si tout ça devrait être su assez vite grâce à cette commission d'enquête que le président Macron a lancée. Oui. Alors qu'il faut croire, on a deux thèses qui s'opposent. Celle, je dirais, des cadres de l'armée. Donc vous parliez de Hogar, mais surtout du général Lafourcade, qui est le commandant de Turquoise, et de l'amiral Langsade, qui est le chef d'état-major des armées, et qui affirme que cette opération est une opération humanitaire. Humanitaire, voilà. Qui consistait donc à arrêter les massacres et à favoriser le travail des ONG. Alors, le capitaine Ancel, lui, dit que non, il a assisté à une opération offensive qui a été annulée au dernier moment. De ce débat, moi, je ne peux trancher. Si ce n'est que j'ai trouvé un autre soldat, un aviateur, qui va dans le sens du témoignage du capitaine Ancel de l'époque, qui était aussi à Turquoise et qui a participé à une mission qui a été aussi offensive, qui a été annulée au dernier moment, comme le raconte le capitaine Ancel dans son livre publié l'année dernière. Alors, voilà, ça c'est en tout cas ce que je peux apporter comme élément. Mais je constate qu'en interrogeant les uns et les autres, et surtout en enquêtant sur cette opération turquoise, même si elle n'a été qu'une opération humanitaire, elle est d'une extrême ambiguïté. Par exemple, aucun génocidaire qui passe dans la zone contrôlée par les Français ne sont arrêtés. Pourquoi ? Oui, alors justement, je me pose cette question parce que vous le dites clairement. On a le sentiment que les militaires qui sont envoyés au Rwanda, et même certains ministres du gouvernement français, ministres français, ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe. Qui sont les Hutus? Qui sont les Tutsis? Qu'est-ce qui se passe réellement au Rwanda? Ils arrivent, ils débarquent, ils ne savent pas. Alors, disons que je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui savent très bien ce qui se passe, mais qui appliquent là une grille de lecture qui est tout à fait orientée. Je pense que Langsade, les hommes politiques de l'époque, et les cadres militaires, parce que cette histoire était une histoire assez compliquée. L'armée française intervient au Rwanda dès 1990 pour arrêter donc la colonne de FPR qui tente de prendre le pouvoir. Et le FPR est mené par l'actuel président ça, Paul Kagame. Tout à fait. Donc nous intervenons pour empêcher les Rwandais Tutsis de l'extérieur, venus d'Ouganda, de revenir dans leur pays. Voilà. Et à partir de là, la France s'engage dans une collaboration très forte avec le régime de Juvénal Habyarimana, qui est pourtant un régime déjà très raciste, qui commet des massacres anti-Tutsis régulièrement, qui a un discours excluant une partie de sa population, donc encore une fois un discours très anti-Tutsi. Et puis il n'y a pas que lui, il a aussi la radio des Mille Collines. Oui, alors il y a plein d'éléments. Il y a la radio, il y a des partis politiques, il y a une milice, les interamoués. Oui. Donc on a toute une structure qui diffuse une haine anti-Tutsi. Et dès 1990, on le sait. Nous avons des rapports, le Quai d'Orsay, l'Élysée, l'armée, à des agents, des gens qui sont là, chargés de les informer sur l'état d'esprit de ce pays, de ce régime. Et toutes ces informations qui montrent que ce régime est un régime raciste sont mises de côté à l'Élysée parce que ne correspondant pas à la ligne voulue par l'Élysée. 90, donc, on entre dans cette collaboration avec le président Habyarimana. Il faut savoir quand même que, quand je dis collaboration, c'est-à-dire qu'on va envoyer des soldats, non seulement pour stopper les interventions du FPR, mais aussi pour encadrer l'armée rwandaise, pour l'équiper. Sous les Français, l'armée rwandaise a passé de 3500 hommes à 40 000 hommes. C'est juste considérable. On va aussi entraîner la gendarmerie. On va aussi leur donner du renseignement. On va même, à un moment donné, en 93, prendre le commandement de l'armée,
rwandaise, enfin la France va prendre le commandement de l'armée rwandaise pour stopper une nouvelle offensive du FPR. Quand vous dites l'armée rwandaise, c'est les phares, la force armée rwandaise. Qui est de fait commandée par un colonel, le colonel Tozin, qui est un parachutiste. Voilà, donc l'implication de la France est quand même assez importante avant le génocide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui savent très bien ce qui se passe. Effectivement, vous avez raison, d'autres sont envoyés, et c'est la plupart des militaires, sont envoyés sur zone, ne savent pas vraiment où ils sont. Pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais entendu parler du Rwanda. Et on leur dit, voilà, il va falloir... alors, en fait, ils sont envoyés dans 2 opérations. Vous le savez, l'opération Amaryllis et l'opération Turquoise. Amaryllis, il s'agissait d'extraire les Européens de Kigali. Et Turquoise, donc, d'arrêter les massacres. Sauf qu'on leur demande d'arrêter les massacres, mais on ne leur demande pas d'arrêter les tueurs. Oui. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, quand même, de très, très ambigu. Le gouvernement intérimaire, donc ce gouvernement qui est installé au Rwanda après l'assassinat de Juvénal Habyarimana, qui va encadrer et commettre les génocides, est constitué à l'ambassade de France le 8 avril 1994. Autre chose tout à fait saisissante, pendant l'opération Turquoise, les Français débarquent dans un camp, celui des phares. Donc de fait, ils ne vont pas débarquer dans tout le Rwanda. De fait, ils soutiennent la ligne de front côté phare. Autre chose tout à fait surprenante enfin stupéfiante, la radio Mille Collines dont vous parlez est rapatriée dans la zone turquoise. Pendant tout l'été 94, elle va continuer son discours de haine contre les Tutsis. Les Français ne mettent pas un terme à cette radio. La question de l'armement, d'où viennent les armes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont totalement saisissantes et qui montrent que la France, si elle n'a pas participé directement au génocide, en tout cas, elle a été comme une puissance tutélaire des génocidaires. Alors, on accuse la France d'avoir agi. Moi, je voudrais comprendre, vous dites, beaucoup savent, les ministres français de l'époque, savent qu'à cette époque, Paul Kagame était soutenu par les Américains. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce missile solaire qui a atteint l'avion du président Juvénal Habyarimana, puisque c'était ça l'élément déclencheur de ce génocide, est-ce que ça a été, je ne sais pas moi, une arme de l'armée américaine pour déstabiliser? Alors ça, c'est une hypothèse. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que vous avez, je le dis dans le livre, une note de la DGSE, donc du service de renseignement français, Oui. qui a été qu'on a découvert, qui date de septembre 1994, qui a été publiée par Mediapart. Et cette note dit, donc nous sommes en septembre 1994, que l'hypothèse la plus probable, donc pour l'hypothèse la plus probable dans l'attentat contre l'avion de Juvénal Habyarimana, est la suivante: le missile vient des Hutus extrémistes. Et il donne la liste de ceux qui sont compromis dans cette histoire. Pourquoi? Pour déstabiliser pour s'emparer du pouvoir et pour permettre aux Hutu Power, donc aux Hutu extrémistes, de diriger le Rwanda et de mettre un terme définitif aux accords d'Arusha, d'empêcher le FPR de venir participer à la vie politique du Rwanda. Ça sont les services de renseignement français qui le disent. On est en septembre 1994 et dans cette même note, ils vont dire cette hypothèse que nous avions déjà formulée en juillet 1994. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle est encore plus probable. Le gouvernement français, à l'époque, c'est bien Alain Juppé. Il y a eu d'abord un religieux, il me semble, c'est Père Henri Bazot, qui a parlé justement, qui alertait ces prémices de génocide rwandais. Et il y a Alain Juppé qui a quand même alerté la presse et son entourage, quelques membres politiques, de ce qui se passait au Rwanda. Pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux? Oui, alors je ne suis pas sûr qu'Alain Juppé a été aussi clairvoyant que vous le dites. Alain Juppé, effectivement, est ministre des Affaires étrangères, Oui. Mais il est déjà ministre des Affaires étrangères en 1993, donc un an avant le déclenchement du génocide. Oui. Et il semble qu'entre 1993 et le mois d'avril 1994, il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de positions critiques vis-à-vis du président Habyarimana. Donc pendant cette année qui précède le génocide,
aucun politique français n'a été ou n'a voulu voir ce qui était en train de se passer. Alors qu'ils étaient, comment dire, informés. Hein. Vous avez des officiers, des journalistes, des ONG, des spécialistes de la zone qui les alertent, qui leur disent mais attention, il se met en place là un processus qui va conduire ce pays à des massacres énormes. Un processus anti-Tutsi. Bon. Et il semble en tout cas qu'il n'y a eu aucun discours, enfin il n'y en a aucun discours fort, public, comment dire, voulant arrêter cette mécanique infernale. Ensuite, Alain Juppé, effectivement, au mois de mai 1994, est le premier homme politique à parler de génocide. Et il est pour une intervention. Seulement, il y a des conflits d'intérêts à ce moment-là. Il y a des conflits d'intérêts, mais surtout, il n'a rien fait, je crois, au moment de l'opération Amaryllis. Je vous parlais de 2 opérations militaires. Oui. Turquoise d'abord, mais surtout Amaryllis. Donc je vous rappelle, entre le 8 avril et le 14 avril, la France envoie 450 soldats pour exfiltrer les Européens de Kigali. Ces soldats assistent au massacre. On est au début du génocide. Ils voient sur les barrages que les gens sont tués en fonction de leur ethnie, puisqu'on leur demande leur carte d'identité. Ils voient des femmes et des enfants se faire macheter dans les barrages. Ils le voient. Ce n'est pas des idées ou des choses qu'on leur apporte, puisqu'ils sont chargés, eux, d'aller chercher les Européens. Ils passent les barrages. On ne leur pose aucun problème. Ils voient les corps à terre. Ils voient qu'autour de l'aéroport, on réclame les Tutsis. C'est-à-dire que c'est assez clair quand même. Pour autant, ils sont 450, hein. Ils ne sont pas une cinquantaine. C'est des Français, enfin c'est des soldats français formés à la guerre, aguerris. Ils ont la puissance de feu et on leur demande même pas de tirer en l'air un barrage pour permettre à ces femmes et ces enfants de quitter, de survivre. Là, à mon sens, il y a quand même une responsabilité, il y a un déshonneur de la France et de ceux qui dirigeaient ce pays de ne pas avoir pris les bons moyens pour arrêter ce massacre dès le mois d'avril 1994. Voilà. Et pour terminer cette première partie d'émission, il y a cet échange que vous avez avec le journaliste Nicolas Poincaré, qui était à cette époque à Radio France. Et donc, dans cet échange, il témoigne. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est ce long silence. C'est-à-dire qu'il a vu, comme vous dites, ces corps qui traînent dans la rue, démembrés. Et puis il parle, il disait, mais ça pue, il y avait une puanteur. Bah oui, ça sentait la mort. Et à un moment, il y a un long silence. Et ce long silence veut tout dire. C'est-à-dire comme une sorte de traumatisme. On dirait qu'il a trop vu. Ben voilà, ce qui est tout à fait frappant dans ce livre, c'est que en général les militaires et les politiques, lorsqu'ils parlent du génocide, en parlent en quelques mots Oui. et ils l'évacuent. Oui, mais pensez aux causes. Oui, mais regardez ce qui s'est passé après. Vous savez, Habyarimana finalement. Enfin, regardez ce qu'est devenu Kagame et le Rwanda d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils s'accordent quand même à dire qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis, et c'est tout. Et je dirais, on a l'impression même qu'ils lâchent comme ça le mot, et puis ensuite, ils ne reviennent pas dessus. Ce qui est tout à fait différent avec les journalistes qui sont partis sur zone, et qui ont vu, et qui n'ont pas détourné le regard. Et c'est le cas de Nicolas, évidemment. Et quand vous avez vu ce qu'ils ont vu, quand vous avez assisté à ces massacres, aux suites de ces massacres, évidemment que ça vous imprègne. Et Nicolas, pendant cet entretien, comme la plupart de ces journalistes, à un moment donné, on n'est plus en 2018 ou 2019, mais on retourne en 94. On est au mois de mai, au mois d'avril, au mois de juillet, selon les uns et les autres. D'un seul coup, la conjugaison qui était au passé, à l'imparfait, redevient présent. Il y a comme une résurgence de cette époque, et d'un seul coup, dans ces restaurants, cafés ou bureaux où je les rencontre, on est plongé en 1994. La distance du temps s'efface et on les entend, et on entend à travers ce qu'ils disent, cette époque, ce passé ressurgit et devient présent. Ce silence de Nicolas est un silence où on entend... Vous savez, ce qui est propre au génocide, en tout cas celui-ci, c'est le silence, justement. Patrick de Saint-Exupéry le raconte très bien. Quand lui arrive au Rwanda, il est frappé par le silence. Quand les morts ne parlent pas. Et même quand on tue, en général, on tue dans le silence.
Ça, c'est tout à fait saisissant. C'est ça, c'est aussi ça un génocide, c'est la puissance du silence. J'ajoute aussi que, et puisqu'on parle du silence, que c'est ce qu'on, comment dire, ceux qui veulent pas en parler nous imposent le silence. C'est une autre manière aussi de cultiver ce silence. Ceux qui veulent minimiser les choses ou qui vous disent oui, mais regardez ce qui s'est passé après. Oui, mais il y a aussi cette phrase qui revient très souvent. Ça, c'est l'Afrique. Comme si, voilà, l'Afrique c'était un lieu où se massacrer était naturel. Même pas culturel, mais naturel. Ce mépris, cette arrogance, cette stupidité qu'on entend dans cette expression, ça c'est l'Afrique. Voilà. Ce sont des canaux, des moyens utilisés pour ne pas s'affronter avec ce réel-là. Et pour imposer silence à ceux qui disent mais non, c'est pas ça. C'est tous ces silences. Nicolas, quand il est dans ce silence, c'est le silence de l'effroi. De l'homme, du jeune homme qu'il était à l'époque, qui est confronté à la pire des choses. C'est-à-dire un massacre de masse, aux traces de ce massacre de masse, à cette brutalité qui a été engagée par des hommes et des femmes, parce que les massacreurs ne sont pas simplement des fous furieux, mais c'est, comme vous le savez, des voisins, c'est aussi des amis, des prêtres, des professeurs, des médecins. Tous ceux qui devaient incarner une autorité, les limites, qui étaient des verrous de notre brutalité, tous ces verrous ont sauté. Je ne sais pas si vous imaginez des prêtres, pas tous bien entendu, mais enfin certains en tout cas, des religieuses, des professeurs qui vont tuer leurs élèves, des médecins qui vont tuer leurs patients parce que tout ci. Voilà. Alors quand vous êtes confronté à ça, il y a vous en tant que victime bien entendu, mais même quand vous êtes le témoin de tout ça, ça vous imprègne, il y a un effroi terrible. Et ce silence, on entend dans ce silence toute cette horreur, toute cette dimension bouleversante, effarante, qu'est un génocide. Merci beaucoup, Laurent Larcher, de nous avoir présenté votre document, votre témoignage, enfin votre enquête sur ce Rwanda. Il parle. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Alors pour Carte sur table, Laurent Larcher, on va un peu décortiquer votre vie professionnelle. Vous êtes journaliste à La Croix, chef de la rubrique Afrique. Vous étiez ou vous êtes toujours? Voilà, là je me fais d'erreur. Alors, comment marche ce quotidien La Croix? Alors, c'est un quotidien catholique. Faut-il être journaliste catholique? Faut-il avoir une foi ardente pour y travailler? Est-ce que c'est un journal qui a un autre regard, qui est plutôt humain? Alors, sur deux choses. Donc, d'abord, les conditions d'entrée, de travail à la Croix. Non, on ne vous demande pas votre certificat de baptême en entrant à la Croix. D'abord, on est des journalistes. On est recrutés sur nos compétences et pas sur nos convictions personnelles ou notre orientation, je dirais, religieuse. Vous avez évidemment des catholiques qui travaillent dans ce journal. Vous avez aussi des protestants. Vous avez des athées. Enfin, c'est vraiment très divers. Donc voilà. Alors évidemment, si on était en conflit ouvert avec l'Église catholique, ça pourrait être difficile d'être bien dans ce journal. Parce que le journal, il y a une forme de loyauté, enfin en tout cas de compagnonnage avec l'Église. Et il appartient à une congrégation religieuse, les Assomptionnistes. Donc oui, ça donne une coloration nécessaire à ce journal, bien sûr. Mais pour autant, on reste des professionnels. Vous voyez la manière dont la Croix traite la question de la pédophilie dans l'Église, par exemple. Bien écoutez, c'est un dossier qui est traité en profondeur, si je peux dire, qui est traité sous tous ses angles, voire même je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'affaire du père Pérard, enfin de Prérard, pardon, de ce père, et de Barbarin, de ce prêtre à Lyon qui a causé la chute de Monseigneur Barbarin. Oui. C'est quand même la Croix qui est derrière cette histoire, enfin qui a en tout cas été à l'initiative, je crois, de cette affaire. En tout cas, une journaliste de la Croix qui a posé des questions à Monseigneur Barbarin, qui a enclenché
cette affaire terrible. Voilà. Donc on n'est pas, c'est pas la Pravda, hein, on n'est pas un journal aux ordres. D'abord, on n'est pas aux ordres du Vatican, on n'est ni de la conférence épiscopale de France, des évêques de France. C'est une chose d'ailleurs que certains évêques ne comprennent pas. Non, on n'est pas un relais de communication. Ensuite, vous m'avez posé une question plus personnelle, je crois, sur Certainement votre foi, alors il y avait journaliste. Oui. non, c'était pas ça. Enfin, peu importe. Enfin, moi, est-ce que je suis catholique? En principe, je n'ai pas à répondre à cette question-là. Je suis d'abord, et je me présente comme journaliste. Et j'essaye de faire totalement honnêtement mon travail. Donc, comment on fait son travail honnêtement? C'est-à-dire en vérifiant ses sources, en essayant d'entendre les uns et les autres, et surtout en disant au lecteur, voilà ce que j'ai vu, entendu, et à vous de faire votre opinion, quoi. Chef de la rubrique Afrique, Oui. donc vous avez certainement énormément voyagé sur le continent. Quels sont les événements qui vous ont marqué le plus, que vous avez couverts et qui vous ont marqué le plus? Bah, alors, avec l'Afrique, c'est malheureusement. Enfin, moi, comment dire, maintenant, je suis profondément lié avec tous ces hommes, toutes ces femmes que j'ai rencontrés depuis très longtemps. Bah, tout, comment dire, le Rwanda, le Tchad. Là, bien sûr, récemment, je pense beaucoup à la Centrafrique et au Sahel, hein. Mais aussi la Côte d'Ivoire, les crises en Côte d'Ivoire, le Sénégal pour d'autres raisons. Enfin, je veux dire, non, enfin, c'est surtout l'Afrique francophone, évidemment, enfin, pas évidemment, mais la RDC, le Zaïre et la RDC ensuite, les Kivu ne me quittent pas, mais parce que on a ici comment dire, des tragédies. Alors moi, je veux pas peindre une Afrique qui va mal, hein, mais il y a aussi, en tout cas, moi, je vois ça. Je ne peux pas oublier la situation dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Qu'est-ce que vous voulez, c'est juste effarant. Et ça continue. Et ça n'en finit pas. Et on a l'impression, quand on couvre ces régions depuis des années, qu'on assiste à la même histoire qui se répète, hein. Quand je retourne dans ces zones-là, une partie de mes amis ou de mes contacts ne sont plus là. Et pourquoi ils sont plus là? Parce qu'ils sont morts. Voilà. Et donc, je parle pas du Burundi. Voilà, ce qui me marque, ce qui me frappe, évidemment. Ben, je veux pas tomber encore une fois dans un discours catastrophiste sur l'Afrique. Mais il est évident que je suis confronté et je vois depuis des années cette dimension tragique qu'il y a sur le continent, qui explique aussi pourquoi nombre de jeunes veulent partir, soit d'Afrique, enfin de pays, enfin en Afrique même, mais d'autres qui tentent la grande traversée, qui sont prêts à risquer leur vie. Ils savent très bien qu'ils peuvent mourir. Pour autant, ils se disent que pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, moi je suis d'abord, évidemment, j'entends, je vois, enfin c'est pas que je porte, mais je suis très sensible à cette dimension, oui, tragique qu'il y a encore, il me semble, sur le continent. Et c'est pour cette raison que vous faites partie membre du conseil d'administration de l'observatoire Pharos. Oui, alors Pharos, lui, donc c'est un observatoire qui a été lancé à la suite d'une opération qu'on a montée avec Monseigneur Stinger en Irak. Il s'agissait donc, nous sommes au milieu des années 2000, l'Irak donc est libéré par les Américains et s'ensuit, je dirais, un exode des chrétiens d'Orient, et notamment irakiens, puisque dans beaucoup de zones monte Al-Qaïda, et les al-qaïdistes, enfin les sunnistes extrémistes, s'en prennent à leurs voisins chrétiens. Donc ils fuient l'Irak, et donc nous on monte une délégation, une opération en 2008 pour les rencontrer. On est les premiers à revenir et à s'intéresser à ces questions-là depuis la chute de Saddam Hussein. À la suite de ça, donc, on va monter cet observatoire qui consiste à quoi? À s'intéresser au sort des minorités, de toutes les minorités, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, et d'essayer de documenter ce qui est en train de se passer de manière et d'apporter tenter de solutions de manière à permettre à ces minorités de rester chez elles, et surtout à ce qu'on accepte la différence.
Voilà. Et donc c'était les chrétiens d'Orient. C'est bien sûr en Afrique, je pense à la Centrafrique. Mais tout, enfin bon, on a des opérations aussi au Pakistan, etc. Voilà, donc essayer de s'intéresser au sort des minorités parce que, comme vous le savez, quand il y a des tensions communautaires, quand il y a des tensions économiques, en général, c'est les minorités qui sont les premières victimes de tout ça. Merci beaucoup Laurent Larcher. Et avant de conclure, avant de nous quitter, nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Pour cette dernière partie, le coup de cœur, qui avez-vous choisi, Laurent Larcher? Alors, moi, j'ai hésité entre beaucoup de livres. Et puis, je vous ai apporté ce livre, Paysage de la métropole de la mort, d'Otto Dov Kulka. Oui. Je ne sais pas si on peut le... Vous l'avez... Oui, on l'a à D'accord. l'antenne. Oui. Alors, pourquoi? C'est un livre qui a quelques années maintenant, qui a 3-4 ans. Kulka est un professeur israélien, Oui. mais qui, à l'âge de 11 ans, a été déporté à Auschwitz. Donc il raconte plus tard, donc lui c'est un historien, mais dans ce livre il va revenir sur ses souvenirs d'enfance, c'est Auschwitz. Donc c'est tout à fait saisissant. Et surtout, enfin, c'est l'un des passages les plus, je trouve, bouleversants. Donc il a été déporté avec toute sa famille. Et il va découvrir, enfin plutôt son père, comment dire, qui est à Auschwitz, va recevoir 3 poèmes d'une jeune tchèque, qui, avant d'être jetée dans le four, dans la chambre à gaz, se retourne vers le capot qui est là, donc et elle lui donne les textes qu'elle a écrits, dont des poèmes. Et comme elle est tchèque, et comme Kulka est tchèque, le père de Kulka est tchèque, ce capot va donner au père de Kulka ses poèmes, en lui disant voilà, c'est une de tes compatriotes qui a été gazée. Et voilà ce qu'elle m'a donné. Comme tu es tchèque, je pensais que c'était bien que tu les reçoives. Et Kulka, le fils, reçoit ces documents de son père plus tard. Et il publie dans son livre les 3 poèmes de cette jeune tchèque de 20 ans dont le dernier geste, avant de mourir, est d'essayer de sauver ces textes-là. Et ces poèmes sont juste bouleversants. Rien que pour ces 3 poèmes, rien que pour ces textes qui ont été écrits à Auschwitz, qui ont été sauvés de la destruction totale, ce livre vaut d'être acheté. Et parmi ces textes, parmi ces poèmes, il y en a un qui s'appelle « Nous les morts, accusons ». « Nous les morts, accusons ». Et qui finit ainsi, enfin ces 2 dernières strophes. « Et sommes toujours plus ici-bas, essaimmant croissant de jour en jour, vos champs enflent déjà jusqu'à éventrer vos labours, et en bande effroyable nous voilà, crâne sur crâne, tibia avec tibia, et à la face du monde nous rougirons, nous les morts accusons. » Voilà. Très bien. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur Oui. très joyeux, mais c'est un texte, je crois, fondamental. Et la seule chose que je peux faire pour cette jeune femme qui a été jetée comme ça, comme une chose, dans un four crématoire, cet écrivain, cette poétesse, c'était au moins d'acheter ce livre et de vous le signaler. Merci beaucoup, Laurent Larcher, de votre, comment on appelle ça? Oui, de votre empathie. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on va rappeler aussi le titre de votre document, c'est Rwanda, il parle, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Laurent Larcher. Et puis, bon retour au quotidien La Croix. Merci. Oui. Et puis, quant à vous, mes chers complices, eh bien, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.